BFM Business, BFM Crypto, le club. Nos experts crypto viennent de nous rejoindre à l'instant. Valentin Demey, journaliste pour Cryptos. Bonjour Valentin. Bonjour Guillaume. Alexandre Stashchenko, cofondateur de Blockchain Partner, directeur blockchain et crypto de KPMG France. Bonjour Alexandre. Michel Sardou sort de ce corps d'ailleurs. Vous avez un petit côté Michel Sardou. Pour ceux qui ne voient pas le rapport, rendez-vous dans un instant pour tout comprendre. En parlant de rapport, vous venez d'en publier un, c'est ça Alexandre ? Exactement, on a publié notre rapport Perspective Crypto 2023 hier, et il y a un webinar demain qui s'appelle le Cryptalk que vous pouvez rejoindre. Il est sur LinkedIn et il est demain à midi pour ceux que ça intéresse. Donc on aborde tous les sujets, à la fois de rétrospective sur l'année passée, mais aussi les perspectives à venir sur Bitcoin, les Layer 1, la DeFi, etc., etc. Tous les sujets, zéro tabou. Les sujets principaux en tout cas. Laurent Pignot nous accompagne aussi pour Zone Bourse. Bonjour Laurent. On est ravis de vous retrouver Laurent. Quel potentiel sur Bitcoin ? On voit les marchés actions bien progresser depuis le début de l'année. Et puis il se passe aussi des choses. Il y a une forme de réveil sur le Bitcoin qui a franchi la barre des 17 000. On est actuellement à 17 350 $, Laurent. Et oui, les crypto-investisseurs ont retrouvé le sourire en ce début d'année 2023, notamment sur ces derniers jours avec un Bitcoin qui a enfin refranchi les 17 000 $. Et comme vous le disiez, gravite autour des 17 300 $ actuellement. Alors ça fait du bien au moral, nous préférons que ça aille dans ce sens plutôt que dans l'autre, mais ça manque quand même un petit peu de panache pour venir briser de fameuses résistances importantes que si elles étaient franchies, donneraient un signal de renversement à court terme. Alors justement, quels sont ces fameux niveaux techniques à surveiller pour espérer que ce fameux rebond se confirme ? Alors idéalement, il faudrait que le Bitcoin rattrape la prochaine résistance autour des 18 500 $ dans un premier temps, et puis de manière franche et avec du volume idéalement, et puis revenir au niveau de ce seuil psychologique des 20 000 $, ce qui permettrait de renverser à court terme cette spirale infernale baissière que nous connaissons maintenant depuis de nombreux mois. Mais bon, il faut dire que le marché des crypto-monnaies manque un petit peu de catalyseurs positifs puissants qui permettraient justement de redonner ce coup d'accélérateur. C'est plutôt même le contraire. Sur ces dernières semaines, nous avons eu des mauvaises nouvelles pour l'industrie des crypto-monnaies. Donc voilà, il va falloir que la confiance se reconstruise petit à petit, ce qui se reflètera dans le cours du Bitcoin au fur et à mesure. Et puis pour finir tout de même sur le Bitcoin, point de vigilance macroéconomique avec demain les chiffres de l'inflation pour le mois de décembre. Une confirmation du ralentissement de l'inflation outre-Atlantique permettrait probablement que le regain d'optimisme de ce début d'année se poursuive. A contrario, nous pourrions observer un contre-pied sur le Bitcoin. Donc attention à cet événement qui amènera, comme d'habitude, son lot de volatilité sur les marchés, et les cryptos n'en seront pas épargnés, évidemment. En effet, beaucoup de volatilité toujours, et on rappelle qu'il ne faut investir que l'argent que l'on est prêt à perdre. L'Ether, quel potentiel sur l'Ether dont on a vu une forme de surperformance depuis le début de l'année ? Est-ce que cette surperformance face à Bitcoin est amenée à vos yeux à se poursuivre ? Oui, alors sans grande surprise, la tendance est la même sur l'Ether avec une nette surperformance par rapport au Bitcoin, comme vous le disiez. Alors l'Ether a regagné plus de 12% depuis le début de l'année, contre 5% pour le Bitcoin. Mais voilà, attention, l'Ether se retrouve sous une résistance importante au niveau des 1350 $, qui sera un palier technique important à franchir avant d'aller chercher plus haut autour des 1430 $, ce qui représente donc la prochaine résistance technique. Mais attention, cela ne change pas en 2023. C'est bel et bien Bitcoin qui mène la danse sur ce marché, et l'Ether pourra poursuivre son ascension seulement si le Bitcoin se dirige lui aussi dans cette même direction. Merci beaucoup. Laurent Pignot avec nous depuis Zone Bourse. 2023 sera tel ou-t-il, il faut dire tel ou-t-il quand on parle d'un nombre, je ne sais pas. 2023, année du Bitcoin ou pas année du Bitcoin finalement ? Valentin, on a quelques indications là-dessus ? On a en tout cas des personnes qui se prononcent dans la direction de ça sera l'année du Bitcoin, et c'est les analystes de Bloomberg, donc c'est pas n'importe qui prennent ce pari et qui nous disent effectivement dans ce contexte macroéconomique un petit peu complexe de récession, on a les différentes banques mondiales, le FMI et les différentes banques centrales même qui disent que ça pourrait effectivement être une année de récession importante sur la planète. Et dans ce cadre-là, les analystes de Bloomberg nous disent que Bitcoin pourrait sortir gagnant de ce climat un petit peu difficile par sa nature justement de rempart contre l'inflation. Et ils nous disent donc le potentiel croissant d'un arrêt économique global sévère pourrait bien être le grand facteur de performance pour la crypto et Bitcoin en 2023. Notre avis est que le Bitcoin tirera probablement son épingle du jeu dans la plupart de ces scénarios. C'est un petit peu en contradiction avec un sondage d'il y a quelques semaines
qui avait été sponsorisé par Coinbase, qui disait que la majorité des institutionnels n'attendent pas d'augmentation du Bitcoin sur l'année. Mais quand même, effectivement, dans cette grande interrogation, Bitcoin peut-il être le rempart de l'inflation? Bloomberg prend ses paris. Pour l'instant, on n'y est pas, c'est certain, puisque Bitcoin a perdu quand même pas mal l'année dernière et pour l'instant stagne autour de 17 000 $. C'est ça. Et pour les perspectives macroéconomiques mondiales, alors c'est vrai, la Banque mondiale hier a largement abaissé sa prévision de croissance, mais on a beaucoup de spécialistes et d'économistes qui nous disent on risque d'avoir des bonnes surprises sur la macroéconomie. Il y a une forme de résilience assez impressionnante finalement aux États-Unis, puis même en Europe où on voit les indicateurs s'améliorer. Les prix du gaz ont bien baissé grâce à la douceur et on n'est pas dans les scénarios noirs pour l'instant. Également dans l'actualité de cet écosystème crypto, alors parfois vous parlez en langue, un langage inaccessible. Donc dans l'actualité du jour, le manipulateur de Mango Market est désormais poursuivi par la CFTC et la SEC. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a rien de très compliqué, Guillaume, quand même, pour l'instant. Mango Market. On expliquait un paquet. Non, effectivement. Alors Mango Market, c'est un protocole issu de la finance décentralisée, notamment sur Solana. Donc la finance décentralisée, on connaît bien les protocoles comme Aave, Curve, qui permettent notamment d'échanger des crypto-monnaies sans tiers de confiance. Donc on n'est pas sur les systèmes similaires à FTX, Binance ou autres, où il y a des acteurs centralisés qui font ce rôle-là. On est sur des contrats intelligents, du code qui est censé exécuter ce qu'on lui demande. Sur cette base, il y a quelques mois, c'était autour de septembre-octobre que ça s'est passé, cette arrestation et tout ce dont on va parler là. Il y a eu un exploit, un hack, ou en tout cas une manipulation de marché d'un acteur qui s'appelle Avi. Son pseudo c'est Avi, qui a détourné, ou en tout cas qui a utilisé une faille sur une de ses applications pour détourner ou siphonner 100 millions de $, ce qui en fait quand même le deuxième plus gros hack de l'écosystème de la finance décentralisée. C'était sur Solana. Donc maintenant, avec les déboires de FTX, Solana, on en entend moins parler, mais à l'époque, c'était quand même 2e ou 3e plus grosse blockchain en termes de valeur sur le protocole, sur sa blockchain. Et donc, il avait fait une manipulation de marché pour manipuler le prix du token de Mango Market, qui avait son propre token. Et en faisant cette manipulation, il avait réussi à soutirer environ 110 millions de $. Avec ça, il avait fait une proposition de gouvernance, puisque l'objectif de ces tokens, c'était justement de prendre des décisions sur le protocole. Ça a une valeur sur les cours de marché, mais ça a aussi un intérêt stratégique. Il avait fait une proposition, vu qu'il avait détourné la plupart des tokens, pour s'extraire lui-même de sa bêtise en disant voilà, je vous rends une partie de la somme, mais vous ne faites pas de poursuite contre moi. Et il avait voté dans ce sens, puisqu'il était l'un des plus gros détenteurs à ce moment-là. Donc c'était une faille, très clairement, de ces protocoles-là, qui avait été signalée en amont, mais qui n'avait pas été pris au sérieux. À partir de là, il s'est amusé sur Twitter en disant voilà mon identité, voilà ce que j'ai fait. Et en même temps, j'ai pas fait de bêtises. Code is law, le code c'est la loi, le code informatique fait foi. J'ai exploité une faille, dommage pour vous. En fait non, puisque il est en prison. Donc a priori ça marche pas. Et c'est l'un des tout premiers cas de ce style où il y a un hacker qui dévoile son identité dans la finance décentralisée, qui se fait rattraper et qui est maintenant arrêté, qui a été arrêté le 12 octobre dernier, Heisenberg pour son nom, à Porto Rico, et qui doit donc répondre à 2 chefs d'accusation du coup de la CFTC et de la SEC, donc la Security and Exchange Commission, et donc qui devra dans les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années répondre de ces actes. Donc on voit la limite, a priori, pour l'instant, là, de Code is Law, quand ça touche à beaucoup de sommes d'argent et qu'on donne son identité sur les réseaux, c'est plus simple pour aller se faire retrouver. Voilà, et grâce à vous, on vit l'actualité de cet écosystème crypto jour après jour. Vous nous parliez aussi hier de ce qui allait arriver sur Ethereum, Shanghai. On a reçu une question d'auditeur, que je peux vous soumettre à l'un et l'autre. Je ne sais pas si vous aurez une réponse comme ça évidente, qui nous disait, avec ce qui se passera à partir de mars, un certain nombre de gens vont vendre leurs Ethers et les cours de l'Ether va baisser. Je sais pas, ça vous paraît logique compte tenu de ce que vous nous disiez hier? Effectivement, hier, j'avais un petit peu essayé de répondre à cette question. Moi, je pense qu'il y aura probablement certaines personnes qui, depuis des années ou depuis de longs mois, ont immobilisé leurs Ethers, leurs 32 Ethers. Un Ether, ça vaut autour de 1 200 $, 1 300 $ aujourd'hui, qui l'ont fait il y a quelques temps, qui vont peut-être aujourd'hui, en mars, là, déverrouiller les intérêts générés. Parce que l'objectif de verrouiller sur Ethereum, c'était de gagner entre 5 et 7% d'intérêts en sécurisant la blockchain. Donc je pense qu'il va y avoir effectivement certains intérêts qui seront déversés. Maintenant, on parle de plusieurs dizaines de milliards de dollars qui vont être accessibles, qui vont être déverrouillés, mais certainement pas la totalité sera déversée sur les marchés, c'est certain. Il faut rappeler que la plupart des gens qui ont des Ethers stakés sont en fait pas vraiment des gens, ce sont des plateformes, des entreprises qui en fait servent de proxy, c'est-à-dire que les gens accumulent tous sur Lido, sur Kraken, etc. et ils stake pour le compte d'autres personnes. Donc est-ce qu'un Kraken, un Lido ou autre va se mettre à tout vendre juste parce que c'est disponible ?
Je sais pas, mais c'est vrai que la menace existe. Je pense que les marchés ont l'habitude de ce genre de choses. C'est comme le halving, ce genre de choses peut être pricé avant aussi, en anticipant. Est-ce que les gens vont le faire ? On met un facteur de risque et on regarde. Oui, et de toutes les façons, effectivement, que ce soit Kraken, Coinbase, Binance ou autre, ils ne le feront pas contre le gré de leurs clients. Ça veut dire que les clients récupéreront à travers ces plateformes leurs tokens, leur Ether en l'occurrence. Et je pense qu'il y en aura une partie, mais qui sera vendue, mais clairement pas la majorité. Et effectivement, tu as raison, on l'a déjà vu sur le halving de Bitcoin, mais c'est à l'inverse dans l'absolu le halving de Bitcoin. Mais c'est pas la première fois qu'Ethereum, c'est pas la première fois qu'un token est déverrouillé ou en tout cas débloqué. Solana, c'était à peu près le même système tous les trimestres. Ça faisait peut-être une petite baisse, ou en tout cas une peur, mais ça n'a jamais posé problème et ça posera pas de problème à Ethereum, c'est certain. Nous sommes, mesdames, messieurs, le mercredi 11 janvier et nous retrouvons donc pour la première fois de l'année Alexandre Stashchenko. Alexandre, bonne année d'ailleurs, on n'a pas eu l'occasion de se souhaiter bonne année. Tout à fait. Vous avez passé de bonnes fêtes ? Et oui, passez de bonnes fêtes. Merci Guillaume, bonne année à vous également, Merci. à Valentin, à toutes celles et Bonne année, ceux Valentin. qui nous écoutent. Bonne année à tous. Amaury parlait de luxe tout à l'heure, je souhaite ordre et beauté, luxe, calme et volupté à tout le monde. La période de Noël, c'est effectivement propice au temps de qualité partagé en famille avec ses proches à refaire le monde tout en faisant honneur au terroir français. Mais pour moi, Noël a aussi rimé avec professionnel puisque j'ai découvert le magnifique cadeau que nous avait laissé sous le sapin le sénateur Moret qui est inspiré par l'autorité des marchés financiers et qui a fait passer un amendement au Sénat obligeant les acteurs crypto français à obtenir non pas l'enregistrement mais bien l'agrément PSAN, donc les prestataires de services sur actifs numériques, dès octobre 2023, donc en avance d'1 an sur le calendrier européen. Ce monsieur Moret, il nous fait profiter de la féerie de Noël et il nous emmène avec lui dans un très très beau voyage. Un très très beau voyage. Où ça ? Dans un voyage en absurdie que je fais lorsque je m'ennuie. J'ai imaginé sans complexe devoir un jour être agréé à AMF. Et c'est ça de vivre l'étrange drame d'être un PSAN des années 2020. PSAN des années 2020. Exactement, c'est ça. Compte bancaire pour mes bitcoins. Pas le choix, si je veux bosser, il faut que je parte à l'étranger. PSAN des années 2020, moins FTX que bitcoin, ayant souffert des amalgames entre ma boîte et tous les scams. PSAN peut-être, mais demain, mes concurrents américains viendront chasser sur mon terrain et me racheter pour un bitcoin. Être PSAN, c'est ça la chanson. D'accord. Exactement. On reconnaît ici un pastiche de Michel Sardou. La période de Noël. La période de Noël vous a pas reposé, Alexandre. En tout cas, elle semble vous avoir inspiré. Est-ce aussi grave que vous le dites ? C'est plutôt bien intentionné, après l'affaire FTX, de vouloir mieux encadrer le secteur des cryptos. Oui, mais l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ça ressemble surtout à une volonté politique d'agiter les bras pour montrer qu'on fait quelque chose, alors qu'en réalité, c'est plus néfaste qu'autre chose. Et par opportunisme, l'AMF s'engouffre dans la brèche pour avancer ses arguments et ce qu'elle souhaite faire pour l'écosystème français. On va peut-être contextualiser un petit peu pour nos auditeurs qui nous écoutent régulièrement, donc ils savent peut-être, mais contextualisons quand même. Ils vous regardent aussi, attention. Je me doute, vous avez la pression. Ils auraient raté quelque chose sinon. Hein. Ouais. Parce que derrière vous, il y avait des photos de Michel Sardou. Et on m'a pas dit, on m'a pas prévenu. Mais, Bon, ils se ressemblent. Exactement. Il y a des petits blagueurs en régie. Donc en Europe, 2 textes, Oui. MiCA et TFR, vont entrer en vigueur dans les prochains mois et en application l'an prochain. Alors ils ont été sujets à d'âpres négociations, ils sont loin d'être parfaits, mais ils existent et ils ont été décidés l'an dernier, avant l'affaire FTX, et évidemment ce point est important. En France, depuis plusieurs années, nous avons un régime hybride. Les entreprises qui souhaitent proposer des services crypto, elles doivent s'enregistrer. Donc un enregistrement auprès de l'AMF pour pouvoir opérer en France. Cet enregistrement, il est obligatoire. Il y a une 60aine d'entreprises qui l'ont aujourd'hui. Elles sont françaises, elles sont étrangères, mais il n'est pas exhaustif. Il n'impose que des contrôles de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Il n'y a rien en ce qui concerne la protection des clients et des consommateurs. Pour cela, il y a un deuxième niveau qui est l'agrément. Pas l'enregistrement, mais l'agrément. Et l'agrément, lui, il est optionnel, il n'est pas obligatoire, mais il encadre bien plus les activités des prestataires, puisqu'il va protéger les consommateurs sur la cybersécurité, la fiabilité, l'assurance, la ségrégation des fonds, etc., etc. Quelle était la logique de cette régulation à plusieurs niveaux d'intensité, certains stricts et moins stricts, obligatoires, parfois optionnels? C'était quoi La logique, elle était assez simple, c'est qu'en fait, on ne peut pas tout simplement encadrer une nouvelle industrie qui est faite de start-up qui lancent des produits qui sont nouveaux, qui sont risqués, sur des actifs et des technologies qui sont elles-mêmes en mouvement constant. On ne peut pas encadrer ça comme une industrie qui est mature depuis plusieurs siècles, comme peut l'être l'industrie bancaire. Donc il faut un régime qui est proportionné pour encadrer les risques. Certes,
mais ne pas étouffer les nouveaux projets et innovations, parce que l'innovation est par définition risquée, donc il y aura de la casse. On n'invente pas la voiture si on craint les accidents, on essaye, on se trompe, il y a de la casse, on avance, on encadre, mais on le fait de manière proportionnée et pertinente. Donc le code de la route, il n'est pas né avec le moteur à combustion, le code de la route, il est né avec la nécessité d'encadrer de manière proportionnelle l'usage grandissant des voitures sur les routes. Donc l'anesthésie au risque, attention, parce que c'est le symptôme d'une société stagnante ou en déclin. Mais bref, ce régime français, il avait pas mal d'inconvénients, mais il était censé avoir plusieurs avantages. Un, gage de sérieux. Bonne volonté des entreprises et des projets qui le souhaitent. Et ça va permettre notamment de rassurer les banques, puisqu'elles défaussaient une partie de la responsabilité lutte contre le blanchiment aux régulateurs. Et donc elles n'avaient plus aucune raison de s'opposer à l'ouverture de comptes bancaires, notamment. 2, offrir un cap. L'agrément, c'était un horizon clair à atteindre et auquel il fallait se préparer. Donc c'est 100 fois plus confortable pour un chef d'entreprise de savoir à quelle sauce il va être mangé dans plusieurs années et de s'y préparer. 3, corollaire direct, attirer les entreprises étrangères, et en tout cas les acteurs sérieux. 4, éviter les moutons noirs. Évidemment, on a une base juridique pour les punir, et donc on essaye de protéger les Français contre les scams, les Ponzi, etc. Et 5, pour la France, d'un point de vue réglementaire, c'était de se positionner avant tout le monde en Europe pour, d'une certaine façon, imposer sa vision des choses dans le cadre réglementaire européen. Et en effet, avec ce régime, la France a prouvé que la régulation pouvait être intelligente, qu'elle pouvait se développer, la régulation, sans tuer un écosystème naissant. La régulation à la française avait même inspiré le reste de l'Europe. Tout à fait. Le problème, c'est que ça, c'est les avantages sur le papier. Dans la réalité, c'est pas aussi rose qu'on le pense. Alors, pour la partie européenne, on l'a dit, c'est plutôt un succès. La France a été le modèle pour faire l'agrément, notamment MiCA. Mais c'est une maigre consolation quand on voit le reste. Compte bancaire, échec cuisant. Puisque malgré les efforts faits par les PSAN et les coûts engendrés par ces nouveaux enregistrements, la quasi-totalité continue de ne pas pouvoir ouvrir de compte bancaire et donc en ouvre à l'étranger et sont condamnés à l'exil, tout simplement. Pour l'attractivité, ça a marché. C'est mitigé. C'est beaucoup plus mitigé que ce qu'on peut penser parce que certains acteurs, effectivement, comme Binance, sont venus en France et ont installé leur siège, ou en tout cas une présence importante en France et annoncé des investissements, mais d'autres, pas du tout. En tout cas, c'est pas sur leur feuille de route à court terme. Les Kraken, Coinbase, etc., ils ne sont pas en France. Ils l'ont probablement dans leur feuille de route, mais ils n'y sont pas encore. Et à l'inverse, l'opacité de Binance a même, pour certains, là je ne parle pas du fond de l'affaire, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai, mais en tout cas d'un point de vue réputationnel, ça a pu jeter le discrédit sur le régulateur français parce que on a enregistré Binance en France quelques semaines après que l'Italie l'ait refusé, le Royaume-Uni l'ait refusé, donc tout le monde s'est posé des questions sur le sérieux de cet encadrement-là. Et évidemment, l'AMF le sait, s'il arrive quoi que ce soit, une aventure malheureuse à Binance alors que leur logo est sur leur site, c'est catastrophique pour la réputation du régulateur. Et donc le problème, c'est qu'une telle mésaventure, c'est loin d'être impossible. Pour les montants noirs, échec aussi, les Français passent par des acteurs non PSAN, majoritairement étrangers. Un, parce qu'ils ne sont pas répréhensibles, ils ne font pas de pub auprès du marché français, donc on ne peut pas les attaquer. 2, parce que les effectifs de l'AMF sont effectivement insuffisants, donc même si on le voulait, on ne pourrait pas aller traquer la ribambelle d'acteurs qui opèrent sur le marché français. Et troisièmement, en fait, même si les effectifs étaient là et qu'on avait des preuves, bon courage pour aller appliquer votre droit français à l'étranger. Donc échec cuisant, les acteurs français, ils ont des contraintes, ils sont moins compétitifs, et les Français, eux, vont s'approvisionner à l'étranger. Donc vous dites le soi-disant modèle français dans la régulation des cryptos, ce modèle n'a pas atteint finalement ses objectifs jusqu'ici. Il reste néanmoins la clarté réglementaire dont les entreprises ont besoin pour se développer. Oui, la clarté réglementaire était plutôt un succès. Jusque-là. À titre de comparaison, les Américains, eux, n'ont pas du tout cette clarté. C'est-à-dire qu'ils n'ont tellement pas cette clarté que les régulateurs ne sont pas d'accord entre eux pour savoir qui régule. Et donc même les acteurs américains demandent à avoir de la clarté parce qu'aujourd'hui, ils prennent le risque, en appliquant des bonnes pratiques, en essayant, ils prennent le risque de jeter par la fenêtre des millions de dollars en faisant des process et des outils qui, en fait, ne seront pas conformes à la réglementation qui sera en vigueur. Donc ils appellent de leur vœu à plus de clarté, et ça, cette clarté, on l'avait en France. Donc ça, c'était un gros avantage pour quiconque veut se projeter. Pourquoi parlez-vous au passé sur la clarté ? Eh bien parce que patatras, voilà qu'on profite d'un scandale qui n'a même pas lieu en France pour accélérer le calendrier prévu et donc ruiner cette clarté. La transition du régime français au régime européen, elle devait avoir lieu en 2024, mais on adore se rendre la tâche difficile en France, donc on veut être le seul pays d'Europe avec un calendrier différent, ce qui, en plus d'être une égalité européenne flagrante, évidemment, vient chambouler les plans de tous les entrepreneurs français qui se préparaient pour 2024, pas pour 2023. Ah oui. Et donc il faudrait maintenant que dès octobre 2023, donc cette année, on ait un agrément PSAN pour opérer en France, un agrément que personne n'a aujourd'hui. Donc on a un amendement ici qui vraiment coche toutes les cases, il est impossible à mettre en œuvre, il est inefficace quant à ses objectifs politiques affichés, à savoir éviter un FTX,
Et 3, il est suicidaire pour le secteur français. Donc formidable. Non mais attendez, vous dites que cet amendement est impossible à mettre en œuvre, inefficace, il serait inefficace et suicidaire. Exactement. Il y a un vrai Michel Sardou qui sommeille en vous, là, vous êtes pessimiste pour la suite, vous êtes amer. Pourquoi qualifiez-vous cet amendement d'impossible, inefficace et suicidaire, carrément? Ne m'appelez plus jamais France. Non, je rigole. Non, les 3 termes sont assez simples à argumenter. Impossible. L'AMF n'a pas assez de ressources pour gérer l'enregistrement. Donc déjà, aujourd'hui, le délai de dossier moyen, c'est 10-12 mois. Donc on imagine que pour l'agrément qui est plus complexe, les effectifs vont pas changer et les enregistrements sont toujours là. Donc il va y avoir un problème de calendrier assez important. Impossible aussi parce que certaines conditions sont tout simplement impossibles à réunir. Il vous faut une assurance RC Pro, personne ne la propose. Bon, vous pouvez pas avoir l'agrément, donc ça c'est un peu dramatique. Inefficace parce que rajouter des règles, ça ne changera pas le fait qu'on n'a pas de sanctions pour celles qui existent déjà. Donc on peut en rajouter autant qu'on veut, mais FTX opérait en France. C'était déjà illégal. Mais FTX opérait en France. Donc on peut rajouter des règles et le rendre encore plus illégal, mais ça ne changera pas que les acteurs étrangers qui ne sont pas agréés peuvent continuer d'opérer en France. Et suicidaire, parce que si l'agrément passe, la quasi-totalité des acteurs français vont arrêter leur activité, puisque même s'ils déposaient leur dossier ce soir et que tous les blocages étaient levés ce soir, ça prendrait plus de temps pour arriver à octobre que le délai d'enregistrement. Donc ils ne pourraient pas l'avoir tout simplement, ils seraient obligés d'arrêter leur activité. Bon, vous lancez une alerte aujourd'hui. Ceci dit, on peut comprendre que certains de nos décideurs veuillent davantage protéger les investisseurs. Est-ce que vous pensez que le gouvernement va franchement pousser cet amendement du sénateur Maurey dans la mesure où ce gouvernement comptait il y a encore quelques semaines faire de la France le camp de base de la crypto en Europe? Non, il ne va pas le pousser, mais il ne pousse pas dans ce sens, et à juste titre d'ailleurs. Il pousse dans l'autre sens. Le ministre Jean-Noël Barrot est d'ailleurs publiquement exprimé au Sénat en défaveur de l'amendement lorsqu'il a été voté. Et c'est pas le gouvernement qui est responsable, c'est pas non plus les autorités européennes, puisque la Commission européenne, le Parlement européen, l'ESMA, donc qui est l'autorité des marchés financiers européenne, sont toutes prononcées en faveur du non-décalage du calendrier et qu'il ne fallait pas surréagir avec FTX. Donc le responsable, c'est M. Maurey, élu sénateur en 2008, donc Bitcoin n'existait pas encore, qui ne s'est jamais exprimé sur les cryptos, mais qui revendique avoir été inspiré par l'AMF, qu'on peut soupçonner, comme je le disais, de vouloir profiter de l'actualité pour faire avancer son propre calendrier. Quelles sont les prochaines étapes à suivre du coup sur cet amendement? Dans le meilleur des mondes, l'amendement ne passe pas à l'Assemblée nationale, puisque le groupe majoritaire devrait suivre en théorie l'avis du gouvernement, mais politiquement, c'est difficile en tant que député de dire qu'on est contre de la réglementation, surtout en France, parce que ça passe mal de dire qu'on ne veut pas protéger les Français. Eh oui, bien sûr. Donc espérons qu'ils en aient le courage politique et d'ici là, on est condamné à essayer de convaincre ces députés qu'il faut s'opposer à cela. Oui, c'est pas une ligne de crête, la réglementation, c'est vraiment, on essaie d'avancer là, mais pas sur une ligne de crête, sur une lame de rasoir, véritablement. Il faut développer la réglementation, protéger les investisseurs sans pour autant tuer les acteurs naissants. C'est un qui est très difficile. Exactement, ouais, c'est compliqué. Certains auditeurs nous demandent est-ce que vous chantiez à nouveau votre petite chanson dans un voyage en absurdie? Vous pouvez la refaire une seule fois là. Comme ça. Allez-y. D'habitude, il me dit toujours qu'on n'a pas assez de temps. On est déjà en retard, mais ça vaut le coup. Ça fait finish depuis un moment, mais effectivement. Je ressors le texte, je ne connais pas par cœur, je suis vraiment désolé. Alors, pour ceux qui ont reconnu évidemment, donc dans un voyage en absurdie que je fais lorsque je m'ennuie, j'ai imaginé sans complexe devoir un jour être agréé à AMF. C'est ça de vivre l'étrange drame d'être un psan. Psan des années 2020. Allez-y, Alexandre, lâchez-vous. Je ne vais pas quand même me livrer à de telles choses sur une chaîne aussi. Alors je vais lire votre texte. Psan des années 2020, avez-vous, Valentin, allez-y. Sans compte bancaire pour mes bitcoins, pas le choix. Si je veux bosser, il faut que je parte à l'étranger. Allez-y. Moi, j'ai pas le texte, alors écoutez, Guillaume. Psan des années 2020, moins FTX que Bitcoin, ayant souffert des amalgames entre ma boîte et tous les scams. C'est vous qui l'avez écrit cette chanson. Peut-être mais demain, mes concurrents américains viendront chasser sur mon terrain et me racheter. Il est fort. Pour un point. Eh bien dit, donc Alexandre Sachenko, il est fort. Tous les jours au caveau de la Bolec, heureusement qu'il y a une crêpe offerte, évidemment, et vous avez une bolée de cidre. Les logos de BFM Business pour nous rappeler qu'on est bien sur BFM Business. Quand même, c'est important. Exact. On aurait pu se tromper. Non, mais c'est un beau cadeau d'anniversaire pour Valentin qui fêtera ses 24 ans. Ce sera dimanche. Ça sera dimanche. Je vais vous faire ma réplique, Guillaume, puisque je vous l'avais préparé. C'est que si jamais je ne reçois pas de messages sur les réseaux sociaux, ça sera plus dur que Médiamétrie pour sanctionner la potentielle non-écoute de ce qu'on vient d'entendre. Ça serait très dommageable, surtout pour la performance qu'on vient d'avoir. On parle de la date de votre anniversaire jour après jour. Depuis, je vais vous citer Alain Juppé. La conscience du problème du vieillissement s'accentue à chacun de mes anniversaires. Alain Juppé. Oh, c'est profond. Voilà. Sans anniversaire, comment savoir que le temps nous est compté? Marie Desplechin. Voilà. Sur cette belle note, je vous souhaite, messieurs, une bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Je reviendrai pour la prochaine fois avec le temps béni de la défi et moi Solana pour mes prochains titres en stock. Une fois par mois. Alexandre Sachenko, j'arrive. Il a plus de bougies que moi à souffler.
oui, donc c'est pour ça. vrai. Le souffle Oui. est plus là. On voit les poids des ans aussi quand les bougies coûtent plus cher que le gâteau. Ah, c'est vrai ça. C'est vrai. Valentin Demey avec nous pour Cryptos. Bon anniversaire avec quelques jours d'avance. Merci, Valentin. Guillaume. Dans un instant, les marchés en direct, bien sûr, et puis Faiza qui va nous rejoindre. Faiza Younzi pour parcourir l'ensemble de l'actu du jour. À tout de suite. Ne m'enterrez pas encore. Je ne suis pas mort.